Le 6 février, si je peux me permettre la date. Le 6 février. D'inscription. Voilà. Merci mon frère pour la date, d'avoir confirmé la date. Donc, monsieur Gabriel, on va dire la vérité, on n'a jamais voté. On n'a jamais voté ni réellement, ni aux élections municipales, ni législatives, ni les européennes, parce qu'on les a jamais considérées. Mais cette fois-ci, ce vote, à mon avis, parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, il y en a beaucoup de personnes qui veulent s'approprier les mairies, les municipales, etc. C'est les voisins de l'Ouest. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Le Marzen est en train de travailler 24 heures sur H24 voilà, vous avez vu, Hanan Mansouri, quand elle a dénigré l'Algérie à l'Assemblée nationale, et personne n'a pris part de cette intervention méchante, ni Akli Melouli, ni Zaïd Sabet, ni personne, etc. Donc voilà. Donc, n'est-il pas le temps de réveiller la communauté algérienne aujourd'hui, Khoya Gabriel? À toi l'honneur, mon frère. Écoute, Khoya, moi j'ai envie de te dire, nous on n'arrive pas à la réveiller déjà juste pour prendre un livre, on n'arrive pas à la réveiller pour signer une pétition pour la restitution des crânes des Chouhada. Moi j'ai fait une pétition, j'ai eu 300 signatures. Quand on fait un live, même avec 3000 personnes, même 15 000 spectateurs, on vend un livre. Bon, après, moi, je crois pas que je sois la bonne personne pour réveiller les gens avec les élections. Des Z-génération, c'est plutôt son domaine. Moi, je dis toujours, il faut voter pour des gens qui vous ressemblent. Et il faut essayer surtout d'avoir des gens... Vous savez, je l'ai dit dans l'émission, en France, il y a un racisme systémique, il y a un racisme institutionnel. Donc moi je suis pas... Moi, je suis pas, même avec Yasmina et Tioleja, nous on vit pas en France à la base. Donc moi, ce qui se passe en France, je regarde bien sûr. Mais si vous avez des gens qui se présentent et qui sont des gens honnêtes et qui sont des gens qui vous ressemblent de votre communauté, bah soutenez-les, bien entendu. Après, le problème, moi je connais pas les ancrages municipaux. Bon, moi j'ai été approché là récemment encore ce matin par des partis politiques. Je leur ai dit, moi je rentre pas là-dedans. Enfin, moi je fais pas de politique. Moi je fais de l'histoire. Mais après, je comprends ta question. Mais je dis toujours, si vous voulez voter pour des gens, votez au moins pour des gens qui vous ressemblent et faites toujours des barrages au Rassemblement national. C'est surtout ça qui compte. Mais moi, je reste focus sur l'histoire, Tabledna. Après, le reste, les élections, tout à fait, ouais. Moi-même, je te dirais, Lyon d'Oran, le mieux, c'est de quitter la France. Hein, on l'a lardé, mais c'est de partir. Mais je juge pas les gens qui restent suivant ça, parce que chacun fait ce qu'il veut. En fait, j'ai parlé sur ce point, Gabriel, si tu permets, mon frère, moi j'ai parlé sur ce point-là parce que c'est vrai que l'Algérie a besoin de ses enfants aujourd'hui, l'Algérie est en plein essor, tout le monde, moi je fais des sujets, je parle de l'économie, je parle de la géopolitique, stratégique et tout ce qui concerne la communauté algérienne, mais alors non, on n'est pas, t'as une majorité qui ne sont pas prêts pour aller rentrer tout de suite, là, c'est impossible, je crois pas. Mais là, je parle de nous, qui vivent ici, ils ont des enfants, etc., machin, qui me dit qu'on peut changer les choses, hein, qui me dit comme il y a déjà de générations, s'il va se présenter, pourquoi pas, Inch'Allah, donc, toujours des personnes confiantes qui m'agoutent. Après, il faut pas se mentir, pas tout le monde qui va rentrer, hein. Voilà. C'est ça. Non, mais comme j'ai dit, moi je juge personne, chacun fait ce qu'il veut, chacun a la vie qu'il a. Mais bon, s'il y en a qui veulent parler de ça, il y a plutôt des gens comme des Z-génération qui connaissent ces sujets d'élections politiques. Il a fait un live des Z-génération il y a, je crois, c'était quand, hier? Ouais, c'était hier, sur les élections municipales. Maintenant, moi, je fais pas de politique. J'ai pas grandi, moi j'ai pas vécu en France, hein. J'ai vécu plutôt aux États-Unis, donc et au bled, bien sûr, fait bledna, mais bon, la politique française, pour moi, ça reste tous les mêmes, c'est tous des schmatas, de toute façon, donc c'est mon point de vue, hein. C'est vrai, ça c'est vrai. Excusez-moi, est-ce que je peux poser la question? On va donner la parole à Yugurta. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, c'est quasiment un honneur que ma voix soit entendue par les deux oreilles de Gabriel. En guise de propos liminaire, merci. Ouais. Ben si tu voyais le mien, il est énorme. En guise de propos liminaire, je voulais te remercier infiniment pour le travail que tu fais.
Je disais, je participais à un live dernièrement où j'évoquais aussi la très probable pression qui pèse sur tes épaules. Et à mon avis, il y a des moments où tu dois pas non plus pouvoir dormir de manière sereine. Et ne serait-ce que pour cela, eh bien, je te remercie et je n'ai absolument aucun mal à comparer ta bravoure à celle de nos martyrs. Ça, c'est le premier point. Second point, une simple question. Je voulais, selon ton analyse, nous éclairer sur les raisons pour lesquelles la France refuse de faire tout simplement amende honorable en rendant, par exemple, les effets personnels de l'émir Abdelkader et en premier lieu, j'allais dire, et pardonnez-moi de l'avoir oublié, eh ben, les crânes de nos chouhada. Qu'est-ce qui fait qu'un pays aussi intelligent que ça, qu'est-ce qui fait qu'un pays aussi stratège que la France n'est pas en mesure de se dire, bon, voilà, on a des effets personnels et on a les crânes d'un peuple qui tient comme à la prunelle de leurs yeux, puisqu'ils ont aussi, c'est quand même un peuple qui est très 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 rancunier. Tout ça, ils le savent. Ils savent qu'on n'oubliera jamais, quand bien même ils nous rendraient tout ce qu'ils ont à nous rendre. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait que la France botte en touche à ce niveau-là? Pourquoi quels sont véritablement les freins de la politique française, des politiciens français pour nous rendre ce qu'il y a à nous rendre? Ça pourrait éventuellement permettre d'ouvrir une porte de dialogue, même si en réalité elle ne s'ouvrira jamais, elle ne fera que s'entrouvrir. Écoute, je vais t'en parler de manière brève et succincte. J'en ai parlé chez DZ Force ce matin. La France a une responsabilité vis-à-vis des biens personnels, bien entendu, des effets personnels de l'émir Abdelkader, rahimallah, et bien entendu les crânes et les vestiges de nos chouhadas. Mais il y a deux postures. La première posture, elle est historique. Je rappelle que la France a inventé le racisme. C'est Gobineau qui a théorisé le racisme. Et donc, nécessairement, au départ, la France, elle a une posture de dire, voilà, en gardant des crânes et des trophées, pas que d'Algériens d'ailleurs, d'autres Africains, même de Caribéens, d'Antillais, la posture, elle est de dire, avec ces crânes, on a des trophées, mais au-delà de ça, de l'aspect militaire, c'est de dire aussi, on a des preuves scientifiques qu'ils sont inférieurs à nous. Parce que pour eux, je rappelle que pour le blanc, pour l'européen, et pour le français en particulier, les Arabes sont inférieurs, les Noirs sont inférieurs, même les Juifs sont inférieurs. Donc ça, c'était à l'époque, ça fonctionnait à l'époque. Maintenant, si je ramène ça à aujourd'hui, comment il est possible qu'on ne puisse pas, dans le débat, pouvoir parler de manière très claire sur ces questions-là? Je rappelle que le Bénin a obtenu la restitution de ces objets vaudous d'un tabouret qui appartenait au roi Béhanzin, etc. Béhanzin, qui est mort en Algérie, à Blida, qui a été déporté en Martinique, c'était le roi du Dahomey, le Dahomey est devenu le Bénin. Ils ont aussi restitué les pièces d'or du roi Ségou du Mali, ils ont restitué les objets de la Côte d'Ivoire, mais pourquoi sur l'Algérie ça bloque? En fait, la France, c'est ce que j'ai dit dans l'émission de la L24 juste avant, la France ne peut pas, entre guillemets, d'un point de vue politique, reconnaître tout ce qu'elle a fait en Algérie. Parce que en restituant les biens personnels de l'émir Abdelkader, rahimallah, et en restituant les crânes de nos chouhadas, elle doit faire, entre guillemets, une espèce d'acceptation que cette France qu'on nous vend depuis toujours, la France des Lumières, la France des philosophes, liberté, égalité, fraternité, c'est que du blabla. Parce que quand on regarde bien, est-ce que la France fait la publicité de ce qu'a fait le maréchal Bugeaud? Est-ce que la France fait la publicité de la Mauricière ou de Lucien de Montagnac? Est-ce que la France nous fait la publicité pas de Bugeaud, comment il s'appelle, de Bijard, de Massu, etc., qui ont commis des atrocités, d'Ossarès? Non, non, elle préfère nous répéter à longueur de journée que le FLN, c'est des terroristes, que les Algériens qui sont morts à Sétif le 8 mai 45, au massacre de Sétif, Karata également, quelque part, ils l'ont bien cherché en allant tuer des Français, et que ceux aussi qui sont morts à Skikda le 20 août 1955, on parle de plus de 14 000 personnes, ils l'ont mérité parce qu'ils sont des barbares. Donc cette posture-là, elle vise à garder une position, la France civilisatrice, la France pays des droits de l'homme, et la France, le grand pays des penseurs. Mais tout ça, ça va tomber par terre parce qu'on est en train de lever les rideaux sur la réalité historique, mais aussi sur la réalité philosophique. François Mitterrand, qui voulait se faire passer
pour un résistant. Malheureusement pour lui, il y a des photos qui sont sorties avec Pétain en train de lui serrer la main et il se fait remettre une médaille qui s'appelle la Francisque, un régime de Vichy. Donc Mitterrand, pendant longtemps, il a essayé de masquer cette histoire, mais l'histoire l'a rattrapé. Et je rappelle que Mitterrand, quand il est ministre de l'Intérieur, ça reste quand même un tortionnaire d'Algériens indirect, et surtout celui qui a signé des ordres d'exécution d'Algériens. Donc il faut être très clair avec tout ça. Moi, je le dis tout à l'heure. 116, me semble-t-il, à vérifier, à confirmer, bien sûr. Oui, c'est 116, 116, effectivement. J'étais 116, sur guillotine. 114, mais on est... Oui, oui, Voilà, 116. la guillotine, elle n'a jamais autant fonctionné qu'avec Mitterrand. Exactement. Donc au-delà de ça, de la position de Mitterrand, je rappelle que Mitterrand, Jacques Chirac, rappelez-vous de Nicolas Sarkozy qui déclare à Dakar que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Et Chirac lui a répondu, elle y est rentrée la première, l'Afrique. Mais c'est pour vous dire que la France ne peut pas... Regardez, quand on a posé la question à Édouard Philippe, est-ce que la colonisation est un crime contre l'humanité? Il répond, en réfléchissant, non. Mais il dit non parce qu'il a une posture électoraliste. Il s'adresse à son électorat. Le Français de base ne sait même pas, pour la plupart, ce qu'ont fait les soldats français en Algérie. En 1830, les colonnes infernales, ils ne savent pas ce que c'est. Quand on leur raconte certaines atrocités, ils pensent qu'on ment. Moi-même, on m'a traité de menteur sur des plateaux de l'extrême droite, sur CNews. On a disserté sur moi dans plein d'émissions en disant que je truquais les chiffres. Mais c'est pas les chiffres qui sont importants, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que ça lie la question de la restitution des objets, la restitution des crânes. Le faire pour eux, c'est un premier pas dans la reconnaissance. Mais on va les forcer de toute façon. Ils ne le feront pas, ils vont le faire bessif. Ils vont le faire. Et le travail qu'est en train de mener l'Algérie sur la reconnaissance de notre histoire, c'est un travail qui est nécessaire et c'est un travail qui fera plier la France. Et il ne s'agit pas d'humilier la France, parce que c'est comme ça que Retailleau et tous les autres le vendent. Il s'agit surtout de dire, nous ne sommes pas soumis à vous, on n'est pas décolonisés et on ne baissera jamais la tête devant vous. On parle d'égal à égal. Et aujourd'hui, le dialogue, il est là. Ils veulent pas dialoguer, on va les faire dialoguer bessif, tout simplement. Barakallahu fik. Barakallahu fik pour cette réponse. Je voudrais juste, j'écoute très attentivement ce que vous dites en préambule. J'aimerais remercier Gabriel. J'écoute ce que tu dis et je lis ce que tu écris très attentivement. Et moi, mon propos et effectivement ce que tu dis résonne en moi et c'est très pédagogique. J'ai 30 ans, j'ai toujours étudié, j'aime la connaissance et j'en apprends tous les jours sur mon pays. Moi aujourd'hui, je suis pas du tout issu de l'histoire, c'est-à-dire que ma formation elle est surtout financière et je voulais avoir finalement tes éclaircissements un peu plus historiques sur une question en fait qui me hante et sur laquelle je me la pose tous les jours. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se développer? Et je l'entends pas au sens économique ou financier du terme, hein. C'est beaucoup plus général. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se développer. On est un pays d'une extrême intelligence, on est un pays de personnes solides avec des principes, des valeurs. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière que tu peux avoir de l'histoire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à se développer? Tu vis où? On parle pas du même pays. Ouais. Non, on parle pas du même pays, mais tu vis où? Tu vis en France? Non, moi je suis né en Algérie, j'y suis tous les 7% de croissance. Bon. Non, mais là, tu vis où actuellement? Non, là actuellement je suis en France. Alors, écoute, Roya, je suis désolé. Quel âge tu as déjà? 30 ans. Bon, t'as 30 ans, et je veux pas te manquer de respect. Non, bien mais sûr. il est très important que tu ailles te cultiver, sincèrement. Parce que si tu as cette pensée-là, c'est soit tu ne lis rien du tout de ce qui se passe, tu regardes CNews ou je sais pas, mais attention, je t'insulte pas. Hein. Non, je le prends pas pour une insulte, non, bien sûr. Faut vraiment que tu te cultives parce que tu peux pas dire devant d'autres personnes, on n'est pas des nationalistes. Quand tu nous dis que c'est pas développé ou pourquoi on se développe pas, alors au-delà de la croissance, au-delà des données économiques, au-delà du projet d'industrialisation, etc. Ouais, c'est exactement ça qui L'Algérie est un pays jeune qui en 1962 a eu son indépendance dans le sang. On est sorti de la décennie noire que t'as pas connue parce que t'étais pas né. On est sorti de cette décennie noire tout seul. L'Algérie aujourd'hui,
a des bases solides sur tout un tas de périmètres, mais au-delà de cela, tu peux pas dire qu'on se développe pas. Toi, t'as pas connu, parce que t'as 30 ans. Moi, j'ai connu Souk el Falah avec les bassines et rien du tout, et le Zit avec les bouteilles jaunes. Ouais, bien sûr. Mais quand tu vois les hanout qu'il y avait à l'époque où ils vendaient juste du maïs, il y avait rien, je peux te dire qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, que tu puisses aller Fidzair avec tout ce qu'il y a maintenant. Mais ça a pris du temps, parce qu'on a eu Chadli Ben Jedid, etc., qui n'était pas non plus le roi du développement, mais on a eu des initiatives qui ont été menées. Et aujourd'hui, le président Abdelmajid Tebboune, et moi je travaille pas pour le gouvernement, je suis pas dans la politique, je suis très lucide sur ce qui se passe en Algérie. On est dans un pays qui est en train d'émerger en Afrique et qui est en train d'être un modèle à tous les niveaux, démocratique, militaire, stratégique, économique. Sache que l'Algérie est le seul pays du monde qui a l'autosuffisance alimentaire du monde, hein, et qui est indépendant pour son blé. L'Algérie est en train de lancer plusieurs projets. Tu devrais plus t'y intéresser pour éviter d'avoir ça dans la tête et bien comprendre que quand tu dis qu'on se développe pas, c'est peut-être parce que t'as pas la connaissance et t'as pas regardé, mais sincèrement, va lire des articles, cherche. Il y a beaucoup de ressources sur Google, tu vas trouver et tu vas t'apercevoir que c'est pas ça. Mais surtout, va en Algérie. Tu es d'où en Algérie, Harry? Moi, je suis né à Tamarast et mes parents viennent enfin, mon père vient de Khenchla, ma mère de Biskra. D'accord, de Biskra, bon. Va te promener un peu en Algérie. Je sais pas, visite le reste du pays si tu l'as pas fait. Peut-être que ma question, elle a été mal prononcée. Attention. Non, en détail. Je te blâme pas. Et si tu permets, Gabriel. Bonsoir à tous. Salam alaikum. Moi, regarde, je vais te donner un exemple. 35 ans, j'avais pas mis les pieds avant que mon père meure l'année dernière, en 2024. 35 ans, j'avais pas mis les pieds. Tu vas me dire comment ça se fait? Moi, j'ai fait des conneries en étant adolescent. J'étais quelqu'un de rebelle qui tenait tête au système. J'avais pas peur d'insulter le système. J'ai été bête. J'étais on va dire impulsif. Maintenant que j'ai grandi, quand je suis descendu enterrer mon père, mes frères et sœurs sont restés 2-3 jours. Moi, je suis resté 3 semaines. Et en 3 semaines, j'ai constaté l'économie montante de l'Algérie. Et j'ai regretté d'avoir quitté l'Algérie à 35 ans. J'ai regretté de ne pas être y retourné, de ne pas avoir cru que, justement, l'autorité algérienne pouvait être cohérente, contrairement à ce que je pouvais croire en étant adolescent. J'en ai 51 ans aujourd'hui. Donc, je t'invite à y rester 3 semaines, 2 mois, et à tourner dans toute l'Algérie. Moi, pendant ces 3 semaines, je suis allé donc à Fouka Marine, que connaît bien Gabriel Souleka. J'ai tourné à la Hassema pendant 1 semaine et dans les alentours jusqu'à Tipaza. Après, je suis allé à Mostaganem voir les membres de ma famille de ma mère. J'en ai profité pour renouer avec les miens, ceux que j'avais connus en étant adolescent. Et je suis allé la 3e semaine, j'ai fait un peu le tour de l'Algérie, un petit peu au désert, un petit peu à la montagne, et j'ai été stupéfait, mon frère. J'ai été stupéfait au point d'en pleurer, de regretter de ne pas avoir été retourné à l'époque, depuis 35 ans. Je t'invite à le faire comme moi. Et Inch'Allah, tu vas découvrir la véracité de ce que peut avancer Gabriel ou affirmer Gabriel ou d'autres. Ou moi. Allah Iberk, merci pour vos éclaircissements. Peut-être que c'est ma question qui a été mal prononcée. Attention. Non, tu n'es pas blâmable. Tu as 30 ans. Non, je sais que je suis pas blâmable. Imagine-moi 51 ans. Beaucoup d'Algériens m'ont insulté, m'ont dit oui, j'entends. Voilà, Comment se fait-il que pendant 35 ans, t'as pas mis les pieds dans ton pays, alors que mon père est connu pour travailler pour la diplomatie algérienne en France? Non, j'y étais encore il y a 6 mois en Algérie. Alhamdoulilah, je garde quand même une attache envers l'Algérie. Je suis algérien et ça, c'est pas discutable. Et ça, c'est grâce à tes parents. Ça, c'est grâce à tes parents. Bien sûr, alhamdoulilah, bien sûr que c'est grâce à mes parents, mais moi, peut-être que ma question, je l'ai peut-être mal prononcée. En fait, ce à quoi je pensais, c'était surtout les nombreux entrepreneurs que je vois, moi-même qui suis issu de la finance. Mes études ont été dans la finance. Aujourd'hui, je travaille dans la finance. Et effectivement, un élément de réponse que m'a apporté Gabriel, c'est qu'effectivement, et c'est vrai, l'Algérie est encore un pays jeune qui est en voie de développement. Et je suis tout à fait au fait sur tous les projets qui sont en train de se mettre en place, que ce soit sur l'agriculture, l'industrialisation, l'énergie, parce que moi, ma spécialité, c'est l'énergie. Mais par exemple, tu vois, Gabriel, je vais te donner un exemple tout simple. J'ai été auditeur financier il y a quelque temps. Par curiosité, j'ai par exemple pris les comptes de Sonatrach. Il y avait dans les comptes de Sonatrach, au bilan et au compte de résultats, une ligne qui s'appelle écart non expliqué de plusieurs millions d'euros. J'ai des amis qui sont entrepreneurs.
Non, non, laisse-moi juste terminer, juste en une phrase et je termine ma Tu question. rentres dans les détails, tu veux dire, tu es de quel quartier à Khechla? Laissez-moi-le. De quel quartier tu es à Khechla? Moi, j'habite Khechla. Non, mais... Parce que là, tu rentres dans des détails et tu commences à. Tu crois que tu vas nous endormir? Ouais, on va vite oublier, on a compris Oui, à un voilà. moment donné d'où ça vient. Voilà. On l'a senti tout de suite. Alors, moi, je voudrais revenir sur une question. Fait monter. Si vous Moi, je voudrais permettez, juste intervenir sur un point. si vous permettez, c'est quand même incroyable. Les gens, ils viennent juste de monter et ils veulent prendre la parole tout de suite. Il y a pas de souci, le fondateur Roya, tu vas parler. Il y avait une question, moi me semble-t-il pertinente, qui avait été posée, je sais plus par qui posait la question, mais pourquoi la France, à un moment donné, ne reconnaît pas qu'est-ce que ça peut leur coûter de reconnaître effectivement ces crimes, ces génocides, qu'est-ce que ça leur coûte de rendre la tête de nos chouhada, nos crânes, voilà, les habits de l'émir Abdelkader. Ça a un coût politique pour la France. Et ça, faut pas l'oublier. Je vous rappelle, si tu permets, Gabriel, la loi du 18 octobre 99. Tu sais, c'était sous le gouvernement Jospin, où on a substitué guerre d'Algérie par opération en Afrique du Nord. Je sais pas, c'est la première fois officiellement où on a reconnu le terme de guerre d'Algérie. Ça a fait une polémique. Rappelez-vous le décret du 26 septembre 2003. Celui de Jacques Chirac, et à l'époque, son chef de gouvernement, ça devait être Jean-Pierre Raffarin. Avec la fameuse création du 5 décembre comme journée d'hommage aux morts pour la France. Pourquoi cette date avait été retenue? Ça avait fait une polémique, mais pas possible. Normalement, c'était le 19 mars, mais il y avait un attachement farouche aussi pour cette date, justement, par plusieurs associations d'anciens combattants, et qui sont toujours en activité aujourd'hui en France. La FNACA et l'UNC. C'est des organisations, c'est des associations, des fédérations. Ils ont des antennes départementales. Ils sont en lien avec des municipalités partout en France. Il y a pas une stèle dans les villes de France et de Navarre qui porte comme nom effectivement commémoration aux morts pour l'Afrique du Nord. D'accord ? Et tous les ans, vous avez des commémorations qui vont dans ce sens. Et vous avez d'anciens combattants de la guerre d'Algérie qui viennent avec leurs décorations. C'est réel, c'est une réalité. C'est une réalité culturelle, politique en France. Et ces gens-là, eh ben, ils ont maillé le territoire français. Alors effectivement, il y a des communes, il y a des départements où ils sont un petit peu plus importants. À ça, faut rajouter. Les pieds noirs. Vous rajoutez les pieds noirs, donc de 1962 à 1963, c'est à peu près entre 700 000 et 800 000 départs. À peu près 1,5 million de pieds noirs au final qui sont rentrés en France. Et qui, eux, gardent encore la mémoire de l'Algérie. Ensuite, vous avez les Harkis et les descendants, qui ont le sentiment d'avoir été abandonnés, qui se sont retrouvés dans des camps, dans des hameaux de forestage, voilà. D'ailleurs, on le voit, ils sont organisés, ils ont des lobbies, ici aussi en France, ils ont su faire voter des lois d'indemnisation, ils ont réussi à avoir des excuses présidentielles et notamment de Chirac, mais aussi de Sarkozy. Donc vous voyez bien que on a ces forces politiques, ces lobbies qui sont extrêmement bien structurés en France, du niveau local au niveau national. Vous rajoutez encore à ça des lobbies, on va dire, économico-financiers. Oui, on va pas citer des noms. Vous couplez avec des lobbies médiatiques. Vous rajoutez une instrumentalisation
politique du RN. Vous rajoutez une tentative de fusion des droites, ce vieux projet du Club des horloges, de réunir toutes les droites de France. Et on le voit, ça a marché, notamment avec cette loi qui est passée, qui a été portée par le RN et qui a été votée par LR et Horizon. Alors, j'ai pas terminé. Il y a aussi, me semble-t-il, il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine de think tanks en France, justement, qui sont là pour travailler à la fois sur cette question, mais aussi sur le dénigrement de l'Algérie. J'espère, je sais plus c'est oui, qui on a avait bien posé- entendu. Moi, je vais juste, s'il vous plaît, intervenir très rapidement. On a tous bien entendu. C'est intéressant ce qu'il dit. Mais je vais essayer de faire très court, s'il vous plaît, si vous me le permettez. Merci de me recevoir dans ce live. Bon, moi, je vais essayer de faire court. Moi, je suis un investisseur qui a beaucoup ramené de gros investisseurs en Algérie. J'ai commencé très petit. J'ai commencé par une boîte d'un grand groupe français. Et donc, quand je suis rentré, l'entreprise, pendant 40 ans, n'arrivait pas à décrocher un seul contrat en Algérie, dans le secteur pétrolier et gazier. Donc, moi, quand je suis arrivé, je n'avais aucune expérience, aucun diplôme, et c'était des équipements qui étaient faits sur mesure, parce que chaque puits de pétrole a sa propre pression, comme c'est des puits naturels, ils sont tous différents. Donc, chaque équipement est fabriqué avec de l'engineering bien précise. Donc, il fallait encore plus de connaissances. C'était pas un produit à la chaîne qu'on peut trouver. Donc, j'étais vraiment très perturbé par ça, mais j'étais tombé sur un directeur qui était vraiment un guerrier. Donc, il m'a posé un ordinateur et un portable. Il m'a dit, je te donne 6 mois pour faire tes preuves sur l'Algérie. Donc, j'arrive en Algérie. Bon, déjà, beaucoup de gens me disaient, d'origine européenne, hein, me disaient, tu n'y arriveras pas, c'est impossible, tout est bagué là-bas, tout est scellé. Donc, déjà, j'ai parti avec des valises bien lourdes. Mais j'ai fait confiance en moi, donc j'ai rencontré des gens, j'ai été extrêmement surpris par l'ouverture d'esprit des gens là-bas. Ils m'ont tous reçu, ils m'ont tous laissé présenter les produits et l'entreprise. Je suis monté au plus haut niveau des grandes sociétés nationales. Tout est transparent, tout est honnête, tout est clair. Et donc j'ai commencé à participer à des appels d'offres. Un peu à l'aveuglette parce que je savais pas trop où est-ce que j'allais. Je découvrais le métier, je découvrais le marché. Et donc du coup, petit à petit, je posais mes offres, mais je ne connaissais pas les dates d'attribution, etc. Et je ne connaissais personne. Hein. Et petit à petit, je voyais que je gagnais des affaires. 40 000 euros, 100 000 euros. Ensuite, ça commençait à crescendo jusqu'à plus de 4 millions d'euros. Sans aucune intervention, sans aucune connaissance. Donc tout ce qu'on m'avait balancé comme un mensonge sur l'Algérie, ça a été vraiment une expérience exceptionnelle. Et j'ai appris que en Algérie, tout était clair, tout était transparent, et que tout le monde avait sa chance. Tout le monde avait sa chance. Donc si vous voulez, ensuite, moi je me suis fait une grande réputation. Et il y a beaucoup d'autres sociétés étrangères qui me sollicitaient. Mais comme j'étais sous contrat, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas parce que je rentrais en conflit d'intérêts. Donc, j'ai monté ma société. Et aujourd'hui, je travaille pour des sociétés indiennes, américaines, françaises, italiennes, etc. Et je développe mon business en Algérie, le plus normalement possible. Et si j'interviens, aujourd'hui, et si j'explique un petit peu mon parcours, c'est pour ceux qui nous écoutent que l'Algérie est un marché exceptionnel où il y a beaucoup de business à faire. Il y a beaucoup de choses à faire localement aussi, parce qu'il y a le président algérien qui favorise le contenu local. C'est-à-dire que si une société s'installe en Algérie et qu'il fabrique des équipements que eux ont l'habitude d'importer, il lui donne des marchés en gré en gré, c'est-à-dire directement, sans passer par d'appel d'offres, et 30%, même jusqu'à 30% plus cher que qu'un produit étranger. Donc il y a des réelles opportunités, il y a un gros business à faire, et je vous le dis, moi je parle argent, il y a beaucoup d'argent à se faire en Algérie. Je vous le dis, c'est mon métier, donc je sais de quoi je parle, j'ai fait beaucoup de salons, et même en Algérie, quand vous fabriquez,
quand vous faites un taux d'intégration de plus de 30%, ils vous accompagnent aussi à l'exportation. Et vu que, il faut savoir qu'en Algérie, la main-d'œuvre est intéressante, le fondateur, tu devais faire court, hein. Non, mais c'est intéressant parce que là, on parle des gens qui croient, qui veulent faire quelque chose en Algérie, qui ont espoir de faire quelque chose en Algérie. Tout est intéressant. Donc voilà, moi, c'était ma parenthèse. J'espère que j'ai donné des éclaircissements à ceux qui veulent investir. Il y a quelque chose à faire là-bas, n'hésitez pas. Et moi, c'est mon TikTok, n'hésitez pas à vous abonner. Je répondrai à vos questions si vous en avez besoin, parce que mon métier aujourd'hui, j'ai une société de consulting, donc j'accompagne les investisseurs à se développer en Algérie. Donc voilà, c'était pour faire passer le message. J'aime bien ce que tu fais, Gabriel, donc je te suis depuis que tu passes dans les réseaux. Donc c'est super intéressant, donc je t'encourage et je te suis. Et bon courage à vous et merci. Bonne soirée. Merci pour s'abonner, mais malheureusement, tu es en privé. On ne peut pas s'abonner à toi. Les autres sortes, salam alaikum. Salam alaikum, les frères. Salam alaikum, Gabriel. Ouais. Alors, depuis tout à l'heure, je vous écoute. Franchement, c'est très, très intéressant tout ce qui ressort sur ce live. Moi, je veux tout vous dire. Dommage, tout à l'heure, il y avait celui qui a parlé, qui a dit que l'Algérie, elle évolue pas. Je sais pas qui c'est, qui a critiqué que voilà, elle se modernise pas. Bon, c'est vrai que tu as donné l'exemple, Gabriel, du Surfallah. Je pense qu'on doit avoir le même âge. Donc moi, j'ai connu le Surfallah et j'ai connu aussi l'Algérie avec les trolleys, les transports collectifs. Et enfin, voilà, j'ai vu le développement de l'Algérie. Et je suis né en Algérie. Je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans, mais cela n'a pas fait de moi, comment dire, quelqu'un qui a été déraciné. Au contraire, j'ai même étudié l'arabe ici en France et j'ai continué toujours mes études. Et ça m'a permis après par la suite de voyager, de faire le tour du monde. Donc j'ai été aux États-Unis, j'étais en Australie, j'étais un peu partout. Et à comparer, et quand je fais la comparaison, quand je vois que quand on parle de ces pays industrialisés, modernes, qu'on dit oui, c'est le paradis, c'est l'Eldorado. Excusez-moi, mais quand on y vit et quand on découvre la face cachée de ces pays-là, on voit beaucoup plus de misère et de miséreux que des gens heureux. Voilà. Pourquoi je dis ça? J'ai voyagé dans le Maghreb, j'ai été dans les pays voisins, j'ai été en Algérie, mais l'Algérie, là où j'ai remarqué, c'est que le peuple, il est heureux. On va pas se voir la face, il mange à sa faim. Il y a, comment dire, vous cherchez n'importe quel objet, vous le trouvez. Des voitures, il y en a même plus en Algérie qu'ici en Europe, pour vous dire. Les gens, ça voyage, ça circule, ils n'ont pas le stress, alhamdoulilah, ils sont malades, ils vont pouvoir aller se soigner. Il y a tout ce qu'il faut. L'État fait les choses pour son peuple. Alors que quand on regarde aux États-Unis, vous tombez, vous n'avez pas d'assurance, vous n'êtes pas soigné. Si vous êtes soigné, je pense pas que ce soit on va dire la bonne médecine qui sera bien sûr donnée pour celui qui le mérite. Voilà, c'est le capitalisme c'est comme ça. Vous avez de l'argent, vous êtes soigné, vous n'avez pas d'argent, au minimum, quitte on vous abandonne dans la rue. Voilà, la misère, je l'ai vue. Mais en Algérie, j'ai pas vu la misère, moi. On peut y aller dans les campagnes, dans l'Arabia, c'est une façon de vivre. Mais quand on regarde bien, qu'on fouille bien, la plupart, ils ont des terres. Ils travaillent la terre. Et la terre, c'est ce qui est plus cher chez nous, surtout en Algérie. C'est ce qui est plus cher. Donc pour celui qui est monté tout à l'heure, qui a commencé à dire l'Algérie ne s'est pas modernisée, il faudrait qu'il ouvre les bouquins, il faut qu'il suive l'économie derrière et surtout qu'il regarde l'IDH. L'IDH algérien par rapport à d'autres pays, et il faut qu'il regarde que l'Algérie, elle est le moteur de l'Afrique, et surtout que l'Algérie, elle essaie d'avancer, mais elle a des ennemis qui essaient de la détruire. Voilà. Donc, on n'oublie pas qu'en 88, il y a eu ça, c'est arrivé jusqu'à 90, la décennie noire. C'est pas venu par hasard. Excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de l'Algérie de 1830 à 1962 ans? Mais justement, le sujet du live, c'était qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu l'émission sur Al24 concernant Gabriel Soulika? Bonsoir mes frères, excusez-moi de vous déranger. Non, il n'y a pas de souci pour moi. Je vous écoute, ça fait un plaisir. Et puis moi, je monte spécialement pour dire
Bonsoir à tous et puis bonsoir à notre frère Gabriel, vraiment pour ce qu'il fait comme travail. Justement, moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps et via la télévision algérienne. Je sais plus si c'était à Al ou autre chose, mais il y a eu votre conférence qui a été transmise et puis je l'ai retrouvée comme ça sur YouTube. Et franchement, chapeau pour le travail que vous faites, pour cette belle image de l'histoire algérienne. Et moi, personnellement, je m'intéresse à tout ce qui est culture et histoire de l'Algérie. Et j'ai été émerveillée par cette découverte. Donc voilà, je suis montée pour vous dire grand merci parce que vraiment, je vous découvre et je vais apparemment m'abonner à vous sur vos comptes pour pouvoir suivre ce que vous faites et éventuellement sur ce reportage, cette conférence où la personne vous posait à un moment des questions et que vous avez quand même écrit plein de livres sur l'histoire africaine, sur l'Algérie et tout ça, c'est très intéressant. Surtout que là aujourd'hui, Gabriel, vous le savez autant que moi, autant que les autres Algériens, ce genre de pillage dont nous souffrons aujourd'hui par rapport à notre patrimoine. Moi, je suis trop focalisée sur le patrimoine algérien et ça fait des années maintenant. Je ne suis pas présente sur TikTok malheureusement par manque de temps aussi. Mais je suis beaucoup plus sur Twitter et je partage beaucoup de choses sur le patrimoine algérien sur toutes ses formes, on va dire immatérielles ou matérielles, ou que ce soit culinaire, l'art culinaire, que ce soit le vestimentaire, la musique, les chants, les traditions, la langue et tout ce qui concerne l'Algérie. Et je trouve qu'aujourd'hui, on commence à nous réveiller un petit peu au niveau algérien. On commence à peine à nous dire attention, là, notre patrimoine, il est entièrement pillé par le voisin de l'Ouest, malheureusement. Ça fait des années nous y assistons désormais sans pouvoir rien faire. Et là, il y a eu depuis quelques années une espèce de je dirais plutôt une espèce de réveil collectif où les jeunes commencent un petit peu à écrire, à partager sur l'Algérie, et ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, trouver quelqu'un comme vous, je dis tout ça pour dire quelque chose, c'est finalement tomber sur vous et savoir qu'il y en a un qui vraiment donne beaucoup de temps pour pouvoir valoriser cette histoire. Et ça nous fait plaisir. Personnellement, ça me fait vraiment plaisir. Et ce soir, je suis tombée sur votre live par hasard. Je sais pas, parce que j'ai peut-être été chercher vos vidéos, ce que vous racontez sur l'Algérie, peut-être c'est ça. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Désolée d'avoir pris le temps de vous dire tout ça, mais j'invite également mes frères ici présents, peut-être mes sœurs aussi, algériennes ou algériens, à vraiment être très vigilants, parce que c'est pas rien laisser aller son patrimoine, laisser les autres s'approprier notre histoire, notre patrimoine, c'est pas rien. Ce qu'on appelle en arabe l'amn al-qawmi ta bladna, ça passe par là. Aujourd'hui, c'est quelque chose de volé, c'est peut-être une robe, c'est peut-être le caftan, c'est peut-être telle ou telle chanson, telle ou telle musique, mais demain c'est la terre et c'est leur programme. Voilà. Merci de m'avoir accordé cette intervention. Merci à vous. Je sais pas, je crois qu'il y a Zézéli 42. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gabriel, bonsoir tout le monde. Écoutez, moi, juste concernant notre histoire, pourquoi des autres générations, on a posé la question, pourquoi ils veulent pas reconnaître? Parce que s'ils reconnaissent, ça va contre leur récit national, vous savez. Il y a des écrivains comme Félix Gautier en 1914, il a écrit sur les enfumades, il a écrit sur ce qui s'est passé. Il y a, comment ça s'appelle, la romancière algérienne, rahimahullah, Assia Djibari, elle a écrit en 1985 sur ça, l'amour et la fantasia.
Et il y a beaucoup de, mais on n'en parle pas parce que c'est des gens, ils disent la vérité, ça va froisser le récit national, qu'on est les meilleurs, les plus beaux, les plus intelligents, les plus propres, tout le reste, tout ce qui vient de là-bas, c'est sale, c'est des sales arabes, sales bougnoules, sales ci, cela. Il faut pas ça va dans leur, regardez, aujourd'hui, il y a des gens, à l'Assemblée nationale, ils sont héritiers d'un esprit colonialiste. Revendiquer pour le reste des pays d'Afrique qui ont été colonisés par la France, justement. Il faut savoir que beaucoup de pays puissants comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique ont reconnu leurs méfaits et leurs crimes contre l'humanité dans les pays qu'ils ont colonisés. La France aurait dû le faire déjà depuis l'époque de Mitterrand et même bien avant. Elle a retardé l'échéance et ça, c'est un crime contre l'humanité. Et donc, le fait de ne pas vouloir reconnaître cela, c'est justement ne pas rendre compte aux Algériens, mais pas seulement. C'est ne pas rendre compte justement aussi aux Français. Et n'oublions pas qu'avant la colonisation, les Vendéens, les Bretons ont payé le prix justement de leur opposition justement à cette invasion, parce qu'ils disaient oh, occupez-vous de nous avant d'aller dans les pays des autres qui vous appartiennent pas. Et ils en ont payé le prix. De quelle façon? Ils ont fini aux galères ou au bagne. Ces gens-là, on leur doit quelque chose quand même aussi. Parce que s'ils sont opposés, parce qu'ils voulaient que notre liberté soit et reste comme il se doit. Et ça, c'est important de le rappeler.